Dans un monde où les tensions entre grandes puissances se multiplient, la géopolitique s'impose comme un outil indispensable pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un concept fondamental pour comprendre la dynamique qui peut mener à la guerre entre États, le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide est théorisé en 2010 par Graham Allison. Ce concept tire son nom de Thucydide, un des tout premiers historiens qui a vécu au 5e siècle avant notre ère en Grèce, et dont la lecture de son œuvre, La guerre du Péloponnèse, m'a tellement marqué qu'elle m'a fait reprendre mes études en histoire, c'est vous dire. Mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard, puisque tout de suite je vais vous parler d'un jeu vidéo qui va nous permettre d'illustrer ce concept géopolitique. Ce jeu, c'est OpenFront. OpenFront, c'est un jeu gratuit qui est disponible sur navigateur. Le concept est assez simple, il faut qu'on envahisse 80% de la carte. Alors au début, on va choisir où se positionner, on va essayer de se mettre un peu loin des joueurs et plutôt dans les plaines qui sont les territoires en vert et qui sont plus faciles à conquérir que les collines en jaune ou la montagne en blanc. Pour agrandir son territoire, c'est tout simple, il suffit de cliquer. À chaque clic, on envoie une portion de notre armée, de notre population, et on peut contrôler cette portion avec cette jauge que vous voyez en bas. On peut aussi, avec la jauge au-dessus, contrôler la portion de notre population que l'on veut en troupes, en armée que l'on pourra envoyer, et en travailleurs, ce qui nous donnera de l'argent. On aura aussi de l'argent en envahissant des territoires. Cet argent est très utile pour plusieurs raisons. On va pouvoir construire des villes qui vont augmenter notre population maximale, des postes de défense qui vont rendre nos territoires plus difficiles à attaquer, des ports qui vont nous permettre de faire des routes commerciales avec nos alliés, mais aussi des bateaux qui vont nous permettre de piller les routes commerciales de nos ennemis, et enfin des défenses antinucléaires et des missiles silos pour envoyer des missiles nucléaires qui sont soit petits, soit moyens, soit immenses. Voilà, j'ai peut-être oublié quelques subtilités, mais vous avez à peu près tout pour comprendre. Pour la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, je joue sur la carte Europe et j'ai décidé de spawn au nord-est de la mer Noire. Je commence mon expansion en m'attaquant aux territoires vides, puis je vais attaquer les territoires détenus par les personnages non joueurs, par les bots de la partie, que l'on peut repérer puisqu'ils ont des couleurs un peu plus ternes. J'essaye d'étendre au maximum mon territoire au nord et au sud, ce qui me permet d'avoir plus de bots à attaquer, mais aussi au sud d'avoir un accès à la mer, ce qui me permettra plus tard de construire un port pour faire du commerce. Grâce à l'argent de mes conquêtes, je construis ma première ville. Faut voir qu'à l'ouest, j'ai une frontière avec le grand maître du jeu et au nord avec Anon 248 qui sont des vrais joueurs, donc je ne veux pas me confronter à eux tout de suite. Je décide donc de me concentrer sur l'est afin de finir d'envahir les personnages non joueurs. Je vais essayer de les enclaver par le sud afin qu'aucun autre joueur ne puisse les attaquer, pour en quelque sorte me les réserver pour plus tard, vu que ce sont des cibles assez faciles. Je vais créer un port et un navire de combat et m'allier au grand maître du jeu. Une fois qu'on est allié avec un joueur, il y a cette icône qui apparaît et on ne peut plus l'attaquer, à part si on décide de trahir l'alliance, ce qui va nous donner un malus pour la défense. J'ai fini d'enclaver les territoires au nord-est et je commence petit à petit à les envahir. À ce stade de la partie, les bots ont quasiment disparu et les frontières sont figées. J'ai Anon 248 au nord, à l'ouest le grand maître du jeu avec qui je suis allié, et au sud Liatas et TND. Je pourrais attaquer Liatas qui a trahi une alliance, mais je choisis finalement de m'allier à lui et d'attaquer Maria qui a beaucoup moins de troupes. Je vais aussi d'ailleurs m'allier avec Just Ludo. Je trahis mon premier allié, le grand maître du jeu qui est en mauvaise posture. Liatas qui est toujours dans les bons coups me suit d'ailleurs dans cette trahison qui va me permettre d'augmenter considérablement mon territoire. Je vais aussi m'allier avec Anon 248 malgré qu'il ait assez peu de troupes puisque je ne veux pas me faire attaquer par le nord. À ce stade de la partie, FS94 est en avance, il détient 21% de la carte, ce qui me fait un peu peur. Je décide donc de l'attaquer afin d'essayer de prendre ses ports, après m'être allié à tout le monde. Mais ça sera un échec et je gagnerai aucun territoire à la suite de ces manœuvres douteuses. Just Ludo n'a quasiment plus de troupes, je décide donc de l'envahir en suivant Liatas, mon grand allié, avec lequel je vais ensuite envahir Molly. Comme FS94 est en avance et me fait un peu peur, je vais créer une ligne de défense à sa frontière. Alors que Max au nord bombarde Amin Morito, FS94 en profite pour l'envahir. C'en est trop, FS94 va gagner si on ne fait rien. Il détient plus de 40% de la carte et ses troupes sont bien supérieures aux nôtres. Je décide d'agir, je mets un indicateur afin d'indiquer aux autres joueurs qu'il faut focaliser ses attaques sur lui et je décide de bombarder ses sites de silos. J'envoie peu après une grande partie de mon armée, mais elle est très facilement repoussée. Yatas me suit d'ailleurs et envoie aussi des bombes. Malgré nos efforts, FS94 s'en prend à Anon 248 qui ne peut rien faire. J'envoie de nouveau une grande offensive, mais qui n'a absolument aucun résultat.
À ce stade de la partie, il ne reste plus beaucoup de joueurs. Et on peut voir que Magjan, Liatas ou encore TND, ainsi que moi évidemment, nous attaquons tous ensemble FS 94. Nous savons tous que si on ne s'allie pas, FS 94 va remporter la partie. Et ça, c'est le piège de Thucydide. Avant de vous expliquer tout en détail, je vais d'abord vous raconter comment j'ai entendu parler de Thucydide et comment ça a bouleversé ma vie. On est en 2023, à ce moment-là, je suis ce qu'on appelle un jeune cadre dynamique, mais en parallèle de mon travail, j'ai envie d'approfondir une passion que je traîne depuis très longtemps, l'histoire. Je me dis alors, allez, cette fois, je fais les choses sérieusement, et je décide de prendre un manuel académique sur la Grèce antique, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Je commence un peu au hasard, enfin pas tout à fait. Je tombe sur un événement que je connais moins bien que les guerres médiques par exemple, la guerre du Péloponnèse. Et là, un nom revient en boucle, Thucydide. C'est simple, pour cette guerre, il est pratiquement la seule source dont on dispose. À la lecture de ce manuel, je trouve ça passionnant, mais aussi un petit peu frustrant. Je lis des historiens contemporains qui paraphrasent un historien antique, et ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Je veux aller à la source, lire celui qui a vu, enquêté, écrit. Je veux lire Thucydide. Je commence donc à lire la guerre du Péloponnèse. Je trouve une vieille version numérisée sur Internet. Plus tard, d'ailleurs, je finirai par acheter la version physique de ces livres numérisés à 15 euros pièce. Ces vieilles éditions, elles sont pas parfaites, mais il y a quelque chose d'un peu magique à avoir dans les mains un livre que j'ai passé des heures à lire en scan. Bref, là, Thucydide me bouleverse. Pour la première fois, j'ai le sentiment d'aller vraiment au bout des choses, de comprendre l'histoire à travers la parole de celui qui l'a vécu. C'est ce sentiment qui va ensuite me pousser à lire d'autres historiens, Tacite, Plutarque, Suétone. Ça va me pousser à reprendre mes études. J'ai donc repris avec une licence 3 d'histoire, et maintenant je suis actuellement en master. La rigueur et l'approche de ces historiens antiques, et surtout de Thucydide, m'a complètement bluffé. Il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de présage, l'histoire est humaine, elle est rationnelle. De plus, il est méthodique. Dès le début de son ouvrage, il explique sa méthodologie, les biais à éviter, les erreurs à ne pas faire afin de donner un récit le plus véridique et objectif possible. Je vais vous lire un petit extrait qui illustre bien ses ambitions. Il se peut que le public trouve peu de charme à ce récit dépourvu de romanesque. Je m'estimerai pourtant satisfait s'il est jugé utile par ceux qui voudront voir clair dans les événements du passé, comme dans ceux, semblables ou similaires, que la nature humaine nous réserve pour l'avenir. Mais alors, qui est Thucydide et c'est quoi au final cette guerre du Péloponnèse dont je vous rabats les oreilles depuis 10 minutes? Thucydide, c'est un Athénien qui est né vers 460 et mort aux alentours de 400 avant notre ère. Il raconte les événements dans son ouvrage qui se sont déroulés pendant la guerre du Péloponnèse, dont il a été un observateur et même un acteur. Cette guerre a opposé Sparte à Athènes entre 431 et 404 avant notre ère, et elle se termine par la défaite athénienne et l'éclatement de son empire maritime. La guerre du Péloponnèse n'est pas née d'un événement isolé, mais d'un enchaînement de tensions entre deux puissances majeures du monde grec. Sparte voit d'un très mauvais œil la montée en puissance d'Athènes après les guerres médiques. Grâce à la Ligue de Délos, Athènes s'est construit un véritable empire maritime, imposant sa volonté aux autres cités grecques. Cette domination athénienne, souvent perçue comme arrogante et oppressive, inquiète profondément Sparte et ses alliés. Plusieurs crises vont alimenter les tensions, comme l'aide d'Athènes à Corcyre contre Corinthe, qui était alors allié de Sparte, ou le siège de Potidée. Pour Thucydide, la vraie cause de la guerre, au-delà de tous les prétextes, c'est la crainte grandissante de Sparte face à l'expansion athénienne. Il nous dit, ce qui fit la guerre inévitable fut la croissance de la puissance d'Athènes et la crainte que cela inspira à Sparte. Cette idée centrale de Thucydide, qu'une puissance montante, comme FS 94 dans notre partie, provoque l'insécurité d'autres puissances établies et donc mène à la guerre, a été reprise dans le vocabulaire contemporain sous le nom de piège de Thucydide, terme qui a été popularisé par Graham Allison dans les années 2010 comme on l'a vu. Ce dernier y voit un schéma récurrent dans l'histoire des relations internationales. Il l'utilise notamment pour la rivalité qu'il y a entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Mais ce concept, bien que très puissant, mérite d'être manié avec précaution. Thucydide ne disait pas que la guerre était toujours inévitable, mais qu'elle devenait très probable quand les équilibres de puissance se rompent. Son œuvre, loin d'être un simple récit militaire, reste une leçon de lucidité sur les mécanismes de peur, d'ambition et d'orgueil qui mènent les États à s'affronter. Bon, j'aime bien Thucydide, vous avez compris. Mais revenons à notre partie, où toutes les petites puissances se sont alliées par crainte de la victoire de l'Athénien FS 94.
Liatas envoie une grosse bombe à hydrogène, et je continue aussi les bombardements. On voit que TND, au niveau de l'Italie et de l'Afrique du Nord, pousse de son côté. Cependant, FS-94 va réussir à récupérer une très grande partie du territoire de Liatas. Je remarque au nord-ouest de la carte Lightfire, qui est resté assez inaperçu. Sa stratégie tout au long de la partie était assez simple mais très intéressante. Il est resté sur un petit territoire, mais il a réussi, grâce à de nombreux ports et beaucoup d'alliances, à engranger énormément d'argent, ce qui lui permet d'envoyer la plus grosse bombe possible sur FS-94, et cela va marquer un tournant dans la partie. Les actions combinées de tous les joueurs, mais surtout pour être honnête de Lightfire, vont donc éliminer FS-94. Kalimo, Macjean, Yatas et TND, ainsi que moi-même, vont donc maintenant récupérer les miettes, en quelque sorte. J'essaye de prendre le plus de territoire possible dans les zones irradiées, qui sont difficiles à conquérir, mais aussi sur ce qu'il reste du territoire de FS-94. J'arrive à ce moment de la partie en tête. Kalimo, TND et Macjean arrivent aussi à gagner beaucoup de territoire. TND me propose une alliance que j'accepte. J'en profite ensuite pour trahir mon ami de toujours, Yatas, afin de prendre son territoire. Nous ne sommes maintenant plus que 5 joueurs dans la partie. Lightfire, qui a le plus petit territoire, mais qui, grâce à sa stratégie de commerce, a beaucoup d'argent. Kalimo, Macjean, TND et moi, qui détient 43% de la carte. Je suis alors en tête de la partie. Je décide d'attaquer Kalimo, car c'est le seul joueur avec lequel je n'ai pas d'alliance. Mais je me rends compte que je suis moi-même devenu le FS-94, l'Athénien, la menace à abattre. Je me fais trahir par TND, qui m'envoie la plus grosse bombe possible et qui réduisent mes espérances de victoire à néant. Les trois grandes puissances du continent, TND, Macjean et Kalimo, vont se partager ma dépouille et s'épuiser à se faire la guerre. Alors que Kalimo arrive à prendre le dessus sur ses adversaires, il va être la cible de Lightfire, et ce dernier va finalement réussir à gagner la partie après un tête-à-tête avec TND qui l'atomisera lui aussi. Cette fin de partie peut expliquer un autre concept géopolitique. En effet, les grandes puissances du continent se sont fortement affaiblies en se faisant la guerre, ce qui a permis à une puissance émergente, Lightfire, de prendre le dessus. Et on peut continuer un peu notre analogie avec la Grèce antique, car à la suite des nombreuses guerres, celles du Péloponnèse et les suivantes, les cités grecques se sont déchirées et fortement affaiblies, ce qui a permis l'émergence d'une autre grande puissance qui va tout balayer sur son passage, les Macédoniens, avec Philippe II, puis ensuite Alexandre le Grand.